Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un territoire que vous connaissez tous. Un pays donc qui est la plus grande île au monde. Et je ne vous parle pas de Madagascar. Un pays qui est la terre verte et qui n'est pas l'Irlande. Un pays qui a l'une des densités les plus faibles au monde. Et je ne parle pas ni de la Mongolie ni du Kazakhstan. Un pays qui n'a pas de route pour relier ces villes entre elles et qui est obligé de passer soit par la voie aérienne ou maritime. Un pays où le soleil ne se couche jamais 2 mois par an. Un pays enfin d'Amérique, peuplé d'Européens, puis d'Asiatiques, un pays que nous allons découvrir. Nous allons parler aujourd'hui du Groenland. Et si le reste de la vidéo vous intéresse, eh bien regardez ce qui suit. Le Groenland, ce n'est pas encore un État souverain, mais c'est un territoire, pays constitutif du royaume du Danemark d'outre-mer situé en Amérique du Nord. En fait, il constitue même 98% du royaume du Danemark. Il a tout simplement la superficie de l'Algérie ou de la République démocratique de Congo à 2 millions de kilomètres carrés, ce qui est énorme. Il a pour voisin à l'ouest le Canada, avec l'île de Baffin et l'île d'Ellesmer, qui sont respectivement les 5e et les 8e plus grandes îles au monde. Et à l'est, il y a, au travers du détroit du Danemark, l'Islande, à moins de 300 km. Le mot Groenland vient en fait du viking Éric le Rouge qui l'a désigné comme la terre verte. Alors effectivement parce que la terre était plus verte auparavant, mais aussi c'était du marketing. Il souhaitait attirer d'autres colons. En groenlandais, le Groenland est le Kalaallit Nunaat, qui signifie tout simplement la terre des Groenlandais. Alors regardons plus en détail le relief de cette île incroyable. D'abord, on peut constater au nord, la mer de Lincoln, qui est une mer bordillère de l'océan Arctique, au même titre que les détroits. Alors, vous avez d'abord le détroit de Nares, la mer de Baffin et ensuite le détroit de Davis, qui sont les noms des explorateurs européens qui ont découvert ces lieux géographiques. Au sud-ouest, on peut nommer la mer du Labrador, mais aussi le cap Farewell au sud, ainsi que le détroit du Danemark et la mer de Groenland, qui sont des mers bordillères de l'océan Arctique que nous avons mentionnées dans l'Islande, puisque effectivement les deux derniers, le détroit de Danemark et la mer du Groenland, séparent le Groenland de l'Islande. Il faut noter que ce détroit est la ligne du Duke, Groenland, Islande, UK. Le Groenland s'étend en fait sur plus de 2600 km du nord au sud et sur 1000 km d'est en ouest. L'extrémité nord de l'île en fait du Groenland est à peine 700 km du pôle Nord. D'ailleurs, l'île de Kaffeklubben, qui est au nord du Groenland, qui a été découvert parce que Kaffeklubben, c'est tout simplement le nom du café du musée conservatoire de Copenhague, eh bien, cette île est l'île la plus septentrionale au monde. Le Groenland, en fait, c'est une extension du bouclier géologique canadien qui s'étend sur l'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on rattache le Groenland à l'Amérique du Nord. Et 85% de son territoire, en fait, est composé de la calotte glaciaire qu'on appelle aussi l'Inland Sea. Alors, cette calotte glaciaire, elle est importante puisque c'est la deuxième concentration de calotte glaciaire au monde après l'Antarctique. Et pourquoi ou comment cela est formé? C'est que, en raison des latitudes, effectivement, les chutes de neige, voire rarement de pluie, atterrissent, tombent sur un sol qui est aride. Le sol du Groenland est aride parce que effectivement, la couche de glace empêche en fait l'eau d'arriver au sol. Au fur et à mesure que ces chutes de neige tombent, elles se compriment et elles créent en fait une couche dure de glace qui ensuite sera balayée parce que en raison du changement de vent chaud et froid, en fait, il y a un vent incessant qui conduit cette couche de glace assez lourde vers la périphérie de Groenland. Et une fois qu'ils arrivent à proximité de la périphérie, donc de la mer, puisque c'est une île, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle la création des icebergs. Par exemple, on peut notamment citer le glacier de Jakobshavn, qui est l'un des plus grands
glacier produit 10% des icebergs du Groenland et il draine 7% de l'île Andis. C'est l'un des glaciers les plus rapides au monde. Et les 15% restants de terre libre, qui est quand même la superficie de la Suède au passage, eh bien c'est là où vont se concentrer effectivement la population. C'est là où on retrouve les montagnes. Alors vous avez deux chaînes de montagnes qui sont parallèles à la côte et qui empêchent effectivement d'avoir des plaines agricoles. Ce sont plutôt des côtes assez escarpées avec des fjords. Et vous retrouvez au sud-est le mont Gunbjörg à 3700 mètres d'altitude. À noter enfin qu'effectivement le climat du Groenland est un climat arctique et que l'altitude moyenne est assez élevée de 1792 mètres. Alors, intéressons-nous plus en détail à la géographie humaine. La population du Groenland est d'à peine 56 000 habitants. Autrement dit, la population du Groenland, même si c'est l'un des États les plus grands au monde, est comparable en fait à une micronation. Titre d'exemple, Andorre est plus peuplée que le Groenland. Et en plus, la population groenlandaise a tendance à maintenant décliner. Donc, on va voir comment ça se répercute. Par exemple, si le Groenland était un État indépendant, eh bien, il serait seulement le 10e État le moins peuplé au monde. 87% des Groenlandais vivent dorénavant en ville, donc c'est un pays qui est très urbain, et on peut notamment citer parmi les villes la capitale, Nuuk ou Gotthard. Alors Gotthard, ça veut dire en danois le Bonne Espérance. C'est un centre politique, économique, culturel et effectivement, c'est la capitale la plus septentrionale au monde. Elle abrite 20 000 habitants, donc là aussi on est dans un cas de macrocéphalie puisque un tiers des Groenlandais vivent dans la capitale Nuuk. Historiquement, elle a été habitée d'abord par les Dorsais, les Vikings et les Inuits avant que la ville soit fondée par Hans Egede qui va effectivement créer une ville qui sera ensuite renommée Nuuk. Nuuk veut dire le cap en groenlandais. Ensuite, la deuxième ville seulement du Groenland est Sisimiut à 5000 habitants. Vous voyez, il y a déjà un écart. Elle est située à 320 km au nord de Nuuk, donc ce sont des villes qui sont situées sur la côte ouest. Ici, les Groenlandais sont un mélange d'Inuits et de Danois. Et effectivement, en raison de l'industrialisation, la pêche demeure la principale industrie de la ville parce qu'elle a pour particularité, enfin le port a pour particularité d'être libre de toute glace tout le long de l'année. Donc c'est un enjeu intéressant. Au nord de Sisimiut, vous avez Ilulissat. Alors Ilulissat, c'est à 300 km au nord de Sisimiut. C'est une ville qui a été fondée en 1741. On peut même considérer qu'il y a plus de chiens de traîneau que d'habitants à Ilulissat. C'est une ville qui effectivement dépend énormément de la pêche, mais aussi est une destination touristique importante, notamment en raison du fjord d'Ilulissat. Ensuite, vous avez au sud Qaqortoq, qui est situé à côté du Cap Farewell ou Cap Thorvaldsen. C'est la ville la plus peuplée du sud du Groenland. Vous allez retrouver les ruines vikings de Gvassel et elle a été refondée en 1775 pour devenir un centre important pour le commerce des phoques. Et c'est là que vous allez retrouver en fait une des entreprises les plus importantes pour la tannerie, notamment de Great Greenland Fur House. Vous avez également à proximité une mine d'or. On peut citer également les villes d'Asiat, mais aussi de Maniitsoq. Alors Maniitsoq servait de poste de traite majeur pour le commerce des rennes et aujourd'hui la ville se développe avec une possibilité d'installation d'une usine d'aluminium. Et enfin Tasiilaq qui est le principal centre de peuplement de la côte sud-est de la Groenland puisque vous avez vu que toutes les villes que j'ai mentionnées sont à l'ouest du Groenland. Concernant le découpage administratif de Groenland, on peut d'abord citer Avatnaat. C'est la province du nord-ouest du Groenland, elle est plus grande que la France. C'est là que vous allez trouver la ville d'Ilulissat, donc ce potentiel touristique, mais également Uumanak. La ville vit essentiellement du tourisme, de la pêche et de la chasse, mais vous avez également, je n'ai pas mentionné encore, la base militaire américaine de Thule, qui est extrêmement importante puisque, en raison de sa latitude extrême, les radars permettent de couvrir quasiment toute l'Amérique du Nord et l'Atlantique. Donc c'est une base essentiellement très stratégique pendant la guerre froide, mais encore aujourd'hui pour les Américains. Au nord-est, nous avons le parc national du nord-est du Groenland. Ce parc national du nord-est du Groenland est important parce que déjà d'une part, c'est le parc le plus septentrional au monde. C'est l'un des plus grands parcs au monde, probablement le premier parc terrestre, les autres sont plutôt des zones maritimes. Et c'est la 10e plus grande zone protégée au monde. Alors, il n'y a quasiment pas d'habitants, mais vous
vous allez retrouver des missions scientifiques, des bases militaires. On peut notamment mentionner la station météorologique de Danmarkshavn et la base militaire des stations du Nord. Au sud de Davanaata, vous avez Qeqertalik. Alors Qeqertalik, dont la capitale, on l'a mentionné, Aasiat, et elle est connue notamment pour sa biodiversité et ses paysages volcaniques, notamment l'île de Disko que nous allons parler. Ensuite, vous avez Qeqata, qui a comme capitale Sisimiut, nous avons parlé, qui est un centre de pêche et de commerce important. Vous allez aussi retrouver dans cette municipalité la ville de Maniitsoq. Ensuite, vous avez Sermersooq, qui est la plus grande municipalité de Groenland, qui est à la fois à l'est et au sud-ouest, qui a pour capitale la capitale du Groenland, Nuuk, donc qui est la municipalité la plus importante. Elle recouvre également le peuplement de Tasiilaq à l'est. Et enfin, pour terminer, vous avez Kujalleq, qui est à l'extrémité sud du Groenland, qui est la plus petite, mais qui est peut-être l'une des plus peuplées aussi. La région est très montagneuse et elle a de nombreux fjords et de vestiges vikings. Alors concernant le tourisme, on peut mentionner Uummannaq, qui est connu pour sa montagne, comme vous voyez, en forme de cœur. Elle offre des paysages époustouflants et une riche culture inuite. Vous avez l'île de Disko, qui est réputée pour ses formations volcaniques uniques et ses sources d'eau chaude. Vous avez Kangerlussuaq, qui est connu pour ses safaris de faune, compris ses bœufs musqués comme vous voyez, mais aussi ce parc est la porte d'entrée vers l'Ilansi groenlandais. Vous avez le fjord de Tunulliarfik et notamment ses vestiges d'anciennes colonies vikings qui comprend notamment la ferme de Brattahlid et de l'explorateur viking Éric le Rouge. Et effectivement, comme on l'a mentionné, l'Ilandis offre des possibilités de randonnée glaciaire un peu partout sur le territoire groenlandais, sans oublier les aurores boréales et les croisières et excursions en bateau qui se développent de plus en plus. La langue officielle du Groenland est le groenlandais ou le Kalaallit. Il faut noter que le danois était langue officielle du Groenland jusqu'en 2009, mais vous avez quand même encore une minorité danoise. Alors, concentrons-nous d'abord sur le Kalaallit. Le Kalaallit est une langue de la famille Eskimo-Aleut, alors qui ne fait pas du tout partie des langues amérindiennes, qui viennent d'Asie. Il s'agit d'une famille linguistique qui comprend du coup l'Aleut, qui est parlé dans les îles aléoutiennes en général, et l'esquimau. Alors au sein du groupe Esquimau, vous avez 7 langues principales, dont le groenlandais ou le Kalaallit, mais l'ensemble de cette langue comprend à peine 65 000 locuteurs. Donc le Kalaallit est vraiment la langue officielle d'un territoire. Il existe même des variétés du groenlandais en raison de l'immensité du territoire, mais 90% des Groenlandais parlent la variété groenlandaise du Kitaa, mais il faut mentionner également d'autres variétés comme Avanersuaq et Tunu. Alors j'ai dit Esquimau parce que c'est le terme linguistique, mais Inuit en fait est un terme beaucoup plus respectueux et précis en fait, qui veut dire les gens, alors que dans la langue Inuit, le terme Esquimau est déjà un terme plus historique et plus péjoratif puisqu'il signifie en fait les mangeurs de viande crue. Donc le mot Esquimau est beaucoup plus utilisé dans un terme, dans une dimension linguistique. Alors la répartition ethnique est la suivante, même si c'est une population très peu nombreuse, 90% des habitants du Groenland sont Inuits, sont des Groenlandais donc qui parlent le Kalaallit et 70% ne parlent que Inuit, ils ne parlent pas une autre langue. 8 à 10% sont danois en raison effectivement de la situation antérieure. Ils étaient 20% jusqu'en 1975 et à la suite de la signature des lois d'autonomie de 1979 et 2009, eh bien, le nombre de Danois ont chuté. Alors parce que déjà certains Danois sont retournés au Danemark pour effectivement avoir un climat peut-être plus clément, pour profiter de retraite, mais aussi parce que maintenant les nouveaux fonctionnaires du Groenland, on leur demande un niveau de compétences linguistiques, puisque la langue est maintenant le Kalaallit, qui amène inéluctablement un plus grand nombre d'Inuits que de Danois à ces postes. Donc c'est pour cela que effectivement les services, l'administration, même la pêche sont de plus en plus conduits par des Groenlandais plutôt que par des Danois. Donc l'usage du Kalaallit peut aussi décourager un certain nombre de Danois. Donc comment expliquer cette situation linguistique? Eh bien, effectivement, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. Alors, le Groenland, à la base, en fait, il est peuplé de Dorsais, donc c'est un peuple qui est venu en moins 800 de notre ère et qui va rester plus de 1000 ans, vers 300. Et puis ensuite, va revenir vers 700 pour quelques siècles encore. C'est un peuple qui ne connaissait pas ni le traîneau à chien, ni les arcs, ni les flèches, ni les kayaks, mais qui savait construire des igloos. Alors, on considère qu'ils auraient disparu soit par l'assimilation avec les Vikings, soit peut-être aussi par les microbes apportés par les Vikings,
Il existe plusieurs thèses. Quoi qu'il en soit, les Dorsais vont disparaître, mais on a observé, on a relevé dans les villages Dorsais un certain nombre de vestiges, d'outils, de vêtements vikings, donc des objets. On a retrouvé des objets qui nous amènent à supposer qu'il y a eu des échanges entre les Dorsais et les Vikings. Alors justement, les Vikings sont le deuxième peuple à être arrivé dans le Groenland vers 984 par Éric le Rouge. Alors Éric le Rouge, c'était un Islandais, enfin un Viking qui arrivait d'Islande à la suite effectivement d'un meurtre. Il est arrivé, il a découvert cette île, il est revenu en Islande, l'a nommé la Terre Verte pour attirer des colons et il est justement reparti d'Islande avec des colons. Ces Vikings vont profiter pendant plusieurs siècles de l'optimum climatique médiéval, leur permettant justement d'installer une culture islandaise au Groenland, c'est-à-dire qu'ils vont construire des églises qu'on a retrouvées ou des cathédrales, ils vont écrire des sagas en vieux norrois et ils vont pratiquer une culture, une économie comme en Islande, un élevage ovin ou bovin. Et ainsi, vous allez avoir des colonies vikings entre 3 à 6 000 habitants durant cet optimum climatique médiéval de 350 ans. Ensuite, le dernier peuple à être arrivé, bizarrement, c'est le peuple aujourd'hui majoritaire, ce sont les Inuits. Alors les Inuits sont arrivés vers l'an 1000, donc juste un peu après les Vikings. Ils viennent effectivement, comme je l'ai mentionné, de Sibérie. Ils se sont déplacés au nord de l'Amérique du Nord assez rapidement parce que eux, ils connaissaient le kayak et les chiens de traîneau. Et ils vont rentrer en compétition avec les Vikings au moment où effectivement cet optimum climatique médiéval se termine et où commence effectivement l'âge glaciaire. Petit âge glaciaire jusqu'à l'industrialisation. C'était un peuple de chasseurs-cueilleurs et par conséquent, ils vivaient énormément de la chasse de phoques, de caribous, de morses ou de baleines. Alors, comment les Vikings ont disparu du Groenland et comment les Inuits se sont maintenus? Alors d'abord, j'ai mentionné le refroidissement climatique. Avec l'âge de glace qui affecte toutes les populations, c'est les Vikings qui sont le plus affectés parce que, comme je le mentionnais, ils ont transposé en fait un modèle de société norvégienne ou islandaise en territoire groenlandais. Et ce n'est pas du tout adapté au refroidissement climatique du Groenland puisqu'ils devaient par exemple importer du foin. Alors, lorsque les colons vikings sont arrivés en Groenland, déjà ils ont défriché. Donc ils n'avaient plus de bois pour effectivement déjà se chauffer, pour construire, mais aussi ils devaient toujours dépendre, comme l'Islande, d'importations de foin et de bois. Avec le refroidissement, les relations entre l'Europe et le Groenland sont devenues plus compliquées. Effectivement, la mer est devenue plus glacée, il y a plus d'icebergs, etc. Donc ce refroidissement a eu des impacts sur déjà l'importation dont dépendaient vraiment les Vikings, mais aussi la raréfaction des ressources présentes, agricoles. Alors que les Inuits, eux, continuaient d'être un peuple de chasseurs cueilleurs, donc ils chassaient toujours le phoque, les rennes, etc. Deuxième chose, parmi les ressources ou les exportations sur lesquelles comptaient les Vikings, vous avez l'ivoire des morses. Et effectivement, c'est important puisqu'il y avait toujours une forte demande en termes d'ivoire. Et avec la fermeture des marchés musulmans, eh bien, l'ivoire d'éléphant d'Afrique n'était plus disponible. Il redevient disponible un peu plus tard et donc du coup rentre en compétition avec le morse. Donc vous avez un produit d'exportation qui est moins compétitif qu'auparavant. Et puis la dégradation des sols, puisque comme je l'ai expliqué, le défrichement va conduire les Vikings qui se chauffaient essentiellement de bois, eh bien, à avoir ce problème de réchauffement, alors que les Inuits, par exemple, utilisent la graisse d'animal pour se chauffer. Enfin, les Vikings n'ont jamais autant exploité les ressources maritimes, bizarrement, alors que c'est un peuple de mer, que les Inuits. Donc, ils n'ont pas pensé parce que, malheureusement, la société viking était une société conservatrice, où toute mesure, tout progrès allait à l'encontre des intérêts, des chefs, du prestige. Et donc, ils ont continué à chasser, eux, plutôt le renne et le phoque qui, eux, au fur et à mesure du refroidissement, eh bien, diminuaient. Et enfin, dernière chose, les Inuits et les Vikings ont commencé à avoir des relations très hostiles. Au fur et à mesure que les ressources diminuaient, effectivement, vous allez avoir plus d'hostilité puisque les deux peuples étaient en mode survie. Les Vikings vont voir leur population diminuer en raison de la peste noire qui va décimer presque la moitié des colonies vikings. Les Inuits vont être moins exposés à la peste noire parce qu'ils vivent en plus petits groupes, dans de plus grands espaces. Et comme on le sait, la peste noire s'est plutôt développée dans des espaces surpeuplés en manque d'hygiène. Donc, tout cela en fait que, d'une part, le manque d'innovation de la part des Vikings, la volonté de
toujours reproduire ce schéma de société européenne qui ne convenait pas au climat groenlandais. D'autre part, la perspicacité des Inuits à s'adapter à un terrain de plus en plus hostile, eh bien, ont conduit à ce que les Vikings, alors on ne sait pas, mais peut-être certains sont revenus, les derniers survivants sont plutôt revenus en Islande ou en Europe. Dans tous les cas, les Vikings ont disparu du Groenland jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les Danois vont revenir en 1720, notamment Hans Egede, qui est un missionnaire, et on n'avait plus du tout eu de nouvelles de ce territoire. On ne savait pas si l'île était demeurée catholique, s'il y avait eu encore des Vikings, mais lorsque les Danois sont arrivés, il n'y avait plus de traces du tout de Vikings. En dehors des raisons religieuses, il y avait un intérêt économique d'exploiter le Groenland, notamment pour ses ressources halieutiques et pour l'industrie baliénaire. Donc Hans Egede va arriver en 1721, créer la capitale actuelle, Gotthard, qui est aujourd'hui Nuuk, et il va lancer le processus d'évangélisation, pour cela que les Groenlandais sont chrétiens aujourd'hui. Le Groenland compte, à la fin du XVIIIe siècle, 10 000 habitants. Alors, que s'est-il passé pendant la domination danoise, 1721 à 1953? D'abord, le Danemark va faire en sorte que les autres puissances étrangères reconnaissent sa suzeraineté sur ce territoire. Donc ça va commencer à partir du XVIIIe siècle et ça va se terminer au traité de Kiel de 1814, qu'on verra plus en détail, où effectivement l'union entre le Danemark et la Norvège est dissoute et les puissances étrangères reconnaissent du coup la suzeraineté danoise et non la suzeraineté norvégienne sur le territoire groenlandais. Le Danemark va continuer à affirmer sa puissance sur ce territoire, d'abord en fermant le commerce, comme un peu l'Islande, aux étrangers jusqu'en 1950. Donc l'île va rester complètement isolée pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et ensuite, à partir du 19e siècle, on va affiner la cartographie, notamment du nord du Groenland. Et c'est la période des grands explorateurs. On peut nommer Robert E. Peary entre 1892 et 1909. Et bien sûr, Knud Rasmussen, qui est né au Groenland et qui va fonder la ville de Thule au nord. Vous allez, pendant l'entre-deux-guerres, avoir des expéditions scientifiques, à la fois britanniques, américaines ou même allemandes. Et au final, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, où le Danemark est envahi par les Allemands nazis. Et cela aura pour conséquence de se poser la question du futur du territoire groenlandais. L'ambassadeur danois à Washington va immédiatement signer un traité avec les Américains pour protéger l'île de Groenland des appétits allemands. Et donc, les Américains vont envahir, au même titre que l'Islande, le Groenland et vont fonder la base américaine que je mentionnais de Thule, qui est extrêmement stratégique. Et cette occupation américaine, comme en Islande, va avoir pour conséquence un réveil du nationalisme inuit groenlandais. La réaction de Copenhague, du Danemark, sera de considérer le Groenland en 1953, donc 8 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, non plus en une colonie, mais en un territoire appartenant au Danemark. Et dorénavant, les Groenlandais envoyaient 2 représentants au Parlement danois. Mais effectivement, cela ne suffit pas. Alors le Danemark va effectivement d'une part développer son ancienne colonie d'un point de vue économique, créer le système de transport et d'éducation, mais ils vont aussi lancer une politique de danisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les Inuits soient acculturés, soient assimilés, maîtrisent la langue danoise. Un certain nombre sont envoyés au Danemark et dorénavant, par exemple, les Groenlandais sont nommés les Danois du Nord. Mais effectivement, cet isolement pendant plusieurs siècles, passé maintenant à une plus grande intégration, ne va pas sans heurts dans une société traditionnelle. Et effectivement, l'alcoolisme et la criminalité vont engendrer aussi le pendant négatif de cette ouverture danoise. Alors effectivement, ce statut ne satisfait personne, encore moins les Groenlandais. Et c'est pour ça que donc, le pays est devenu une division administrative du Danemark. Son chef demeure toujours le monarque danois. Aujourd'hui, c'est Frédéric X. Vous avez un haut commissaire pour le Danemark. Aujourd'hui, c'est Mikael Engel. Et vous avez un premier ministre groenlandais aujourd'hui qui est Mute Borup Egede. Vous avez un parlement maintenant unicaméral au Groenland qui est composé de 21 membres élus pour 4 ans et plus les 2 représentants au parlement danois. Pourquoi ? En 1972, le Danemark va entrer dans la communauté économique européenne, alors que les Groenlandais étaient contre, puisque la principale ressource de l'île est la pêche, et que la pêche demeure dans l'Union européenne, effectivement, un secteur communautaire. Et donc, du coup, les Groenlandais ont peur que de grandes entreprises européennes pêchent dans les eaux très poissonneuses du Groenland. Et puis, en 1977, le parti nationaliste groenlandais, qu'on appelle Siumut, qui était parti au pouvoir, avec Jonathan Motzfeldt, va militer pour plus de souveraineté. Et c'est ainsi qu'en 19
1979, le Danemark va accorder une autonomie politique interne beaucoup plus importante, notamment avec ce Parlement. Et donc le changement de nom, puisqu'il va passer de territoire à communauté particulière, et en 1982, les Groenlandais vont pouvoir s'exprimer par référendum justement pour voter en faveur du retrait du Groenland de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que le Groenland fait toujours partie du Royaume du Danemark, mais il ne fait pas partie de l'Union européenne, notamment pour protéger la pêche. Et en 2008, vous avez un second référendum qui va transférer un certain nombre de compétences régaliennes au Groenland. Donc maintenant, le Parlement groenlandais promulgue ses propres lois, à l'exception de la monnaie, de la défense et de la politique étrangère qui demeure toujours danoise. En contrepartie, le Danemark envoie toujours une subvention importante qui permet d'équilibrer le budget. Sans quoi, effectivement, le Groenland ne pourrait pas survivre. Il faut noter que le territoire est quand même membre du Conseil de l'Arctique depuis 1996. Alors l'économie, donc même si le pays est grand, c'est une petite économie puisque vous avez à peine 60 000 habitants et donc c'est une économie qui est extrêmement vulnérable au changement, au choc économique, qui dépend énormément de ses ressources naturelles, comme on a dit, la pêche, et qui souhaite développer l'extraction minière parce que la moitié des revenus du gouvernement groenlandais dépend encore de la subvention danoise. La croissance économique est donc en dents de scie en raison de ces fluctuations économiques. Eh bien, soit vous pouvez avoir des croissances fortes de plus de 7 ou 6% comme avant la crise, soit vous allez avoir des croissances faibles ou négatives comme vous voulez avoir en 2001, en 2009 ou en 2017. C'est une croissance qui est extrêmement dépendante des fluctuations. Le PIB groenlandais était de 1 milliard, il est passé à 3 milliards. Le PNB par habitant des Groenlandais est assez élevé, il était de 20 milliards, il est passé à 57 milliards. Et la monnaie utilisée est la couronne danoise. En dehors des subventions publiques qui jouent, comme on l'a dit, un rôle extrêmement important, on peut citer le secteur primaire, effectivement de la pêche, la chasse aux phoques, aux rennes et aux caribous. Et il faut noter que le Groenland a un énorme potentiel minier. Alors c'est pour cela que le réchauffement climatique peut être un atout pour le Groenland puisque ces ressources minières sont pour le moment inaccessibles en raison du climat. Le secteur secondaire, effectivement, ça va être la transformation de ces produits primaires, notamment la pêche ou par exemple la mise en conserve ou la congélation. Les principales exportations du pays sont la pêche. Le secteur tertiaire est très développé. Vous avez effectivement le tourisme qui se développe au Groenland, le transport et la logistique sur un territoire qui est très étendu, effectivement contribuent au PIB groenlandais. Les services publics et le commerce en détail se développent fortement. Parmi les grands groupes du pays, on peut d'abord citer Royal Greenland, qui est le plus grand producteur mondial de produits de la mer. Vous avez KNI pour Kommun Karkin Nujat, qui est une entreprise groenlandaise dans le commerce du détail, l'approvisionnement en biens de consommation. Air Greenland, qui joue un rôle essentiel dans les liaisons internationales et internes aussi du Groenland, puisqu'il n'y a pas de route entre les villes. Et Nukissiorfiit, l'entreprise groenlandaise responsable de la production et la distribution d'électricité. Alors, au niveau de la culture, on peut mentionner Niv Nielsen, qui est une actrice, une chanteuse et une compositrice groenlandaise. Elle a joué dans de nombreux films, notamment un film hollywoodien de New World avec Colin Farrell en 2005. Vous avez Inuk Silis Oek, un artiste de cinéaste groenlandais. Alors, lui, issu d'une famille groenlandaise. Il est connu pour ses documentaires sur les Groenlandais, comme Eskimo Weekend ou Sume, Sound of Revolution. Vous avez bien sûr Knud Rasmussen, que nous avons mentionné, qui est un explorateur et un anthropologue danois qui est né au Groenland. Vous avez Kimernak Kelsen, qui est un écrivain et un poète groenlandais. Vous avez Nivi Olsen, qui est un artiste qui est connu pour son travail en faveur des droits des femmes et pour son engagement pour la préservation de la culture et de l'identité groenlandaise à travers l'art contemporain. Et vous avez Klaus Gord Hansen, qui est un scientifique groenlandais renommé pour ses recherches sur l'écologie arctique et les changements climatiques. Concernant la nourriture, et bien évidemment, vous allez penser aux poissons et vous avez tout à fait raison, mais pas seulement. On pense notamment au suaasat, un ragoût traditionnel à base de viande de phoque, de bœuf musqué ou de renne, qui est accompagné de légumes, de pommes de terre. C'est l'un des plats les plus emblématiques du Groenland. Vous avez le matak ou le muktuk, qui est en fait de la peau de baleine consommée crue ou légèrement cuite. Vous avez le kiviak, qui est un plat particulier parce qu'en fait, ce sont des oiseaux entiers fermentés à l'intérieur d'une peau de phoque. C'est une spécialité consommée lors de grandes occasions. Vous avez le suarsamik, un plat à base de graisse de phoque mélangée avec des baies arctiques. L'élève rouge est servi comme dessert traditionnel. Vous avez le puissi, qui sont des morceaux de poisson cru marinés dans une sauce à base de jus et de baies d'arctique. Vous avez la amasat, qui est une soupe à base de poissons, souvent préparée avec des poissons locaux comme le flétan ou la morue. Et enfin, vous avez l'akutak, qui est aussi connu sous le nom de crème esquimau. C'est un dessert à base de graisse animale mélangée avec des baies et parfois
du sucre. Concernant le sport, donc effectivement le Groenland participe aux Jeux Olympiques via l'équipe nationale danoise. Mais on peut mentionner Nils Nielsen qui est un manager de football et entraîneur-chef de l'équipe féminine de Suisse qui vient du Groenland. Vous avez Jesper Grønskær, footballeur qui a joué 400 matchs et 80 pour le Danemark, qui est né au Groenland. Vous avez Mads Andersen qui est un grand maître d'échecs danois. Et bien évidemment les activités traditionnelles, vous avez le chien de traîneau qui est plus qu'un sport, c'est un mode de transport quotidien. Les courses de chiens de traîneau sont un sport populaire. Le ski, le snowboard, la pêche, la chasse et le kayak font partie. Et vous avez aussi des sports intérieurs comme les gymnases d'intérieur, le basketball ou le handball. Alors pour finir, quels sont les défis du Groenland? Alors vous avez d'abord un défi géopolitique. Pendant plusieurs siècles, on n'en a pas parlé, mais vous avez toujours la recherche d'une ouverture d'une voie maritime au nord-ouest. On considère que dans le futur, il sera de plus en plus possible de faire des liaisons Europe-Asie via l'Arctique et donc du coup, ces eaux seront extrêmement stratégiques. On peut aussi penser à la position stratégique pour les États-Unis, effectivement, notamment la base de Thule. On rappelle que très récemment, le président américain Trump a proposé au Danemark de racheter le Groenland parce que les États-Unis avaient également racheté d'autres territoires danois au début du XXe siècle. Le défi politique, quand le Groenland sera indépendant, mais surtout les défis économiques. Le gouvernement groenlandais est confronté à énormément de problèmes socio-économiques, notamment la maltraitance des enfants, les violences conjugales, la santé, l'éducation, les inégalités sociales, le déficit d'une main-d'œuvre qui peut être parfois pas qualifiée pour une économie qui va se développer énormément et la dépendance économique vis-à-vis des subventions danoises. La surpêche et la dépendance aux fluctuations des prix sont aussi un défi économique et environnemental pour le Groenland. Et on a dit que le réchauffement climatique peut être un atout, mais ça sera aussi un très grand défi environnemental pour le Groenland puisqu'il va accélérer la fonte des glaciers. Voilà. Et bien, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.